Et bienvenue dans cette première table ronde de cette journée qui est intitulée « Faut-il sortir de l'obsession du mesurable ?» Alors c'est une question qui peut paraître paradoxale, on vient de le dire d'ailleurs, une question parce que comment parler d'indicateurs, de démarches scientifiques au moment où la vérité est de plus en plus contestée, les chiffres remis en question, à l'heure où Donald Trump fait sortir les États-Unis des accords de Paris sur le climat alors qu'ils étaient mesurés. Dans ce contexte, la mesure, la démarche scientifique n'est-elle pas encore plus importante? Mais comment mesurer pour qu'elle soit efficace? Eh bien, on va poser la question à nos panélistes. J'appelle Clément Beaune, haut commissaire à la stratégie et au plan, ancien ministre des Transports et ancien secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Nathalie Aubonnet, directrice du pôle Inclusion, Prévention et Engagement AXA. Benoît Hamon, bonjour, président de l'ESS France, ancien ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, ancien ministre de l'Éducation nationale. Henri Fonta, qui est président fondateur de Mining Capital Partners, et Alexia Delahousse, vice-présidente en charge de l'ESG Conto. Prenez place. Bonjour à vous. Merci d'être là. Clément Beaune, vous avez été plusieurs fois ministre, maintenant à la tête du Haut Commissariat au Plan. Peut-on être obsédé par le mesurable quand on fait de la politique ? Bonjour. Écoutez, c'est une obsession qui ne guette pas trop la décision aujourd'hui, pour être honnête. Je pense que ça a été dit par les intervenants déjà et par Amélie de Montchalin en particulier. On a évidemment besoin d'un certain nombre de chiffres, vous le rappeliez, Monsieur le Président, cher Thierry. On a besoin de se mettre d'accord sur un socle. Ça n'est pas une réduction des opinions, une réduction des choix politiques, c'est un éclairage des choix politiques. Et je ferai deux réflexions à cet égard, peut-être pour commencer. Une réflexion politique au sens large du terme, et puis une réflexion d'expérience, si je puis dire. Maintenant, comme haut commissaire à la stratégie au plan, on essaye d'apporter un certain nombre d'outils d'éclairage. On parle beaucoup des débats sur la brutalisation, la polarisation du débat public aujourd'hui. C'est lié à ça. Il y a un très bon livre, il y a une centaine d'années maintenant, de Julien Binda, qui s'appelle « La trahison des clercs », où il reprochait à ses contemporains, ça résonne avec l'actualité, de ne plus distinguer les faits et les opinions. Et il dit que c'est le début d'une forme de dérive, pas aller trop loin ce matin, mais vers l'extrémisme, la violence politique, l'opposition sans compromis. Et je pense, sans être grandiloquent, que si on n'a pas ce socle commun de faits, de comparaison, moi j'insiste beaucoup aussi dans nos travaux sur les comparaisons avec d'autres pays européens, eh bien on ne peut pas ensuite avoir une décision publique sainement discuter, débattu, éclairé. Et encore une fois, quand on a les faits, les chiffres et les comparaisons, ça ne veut pas dire qu'on doit tous penser pareil et que le chiffre s'impose à nous, qu'on soit de gauche, de droite, du centre, de je ne sais quoi. On a évidemment la possibilité ensuite de faire des arbitrages et des choix. Puis le deuxième élément, c'est ce qu'on vit, enfin ce que je vis notamment, je l'ai vu un peu comme ministre des Transports, on pourrait y revenir, mais aujourd'hui à la tête d'une institution qui est une institution d'expertise et de recherche, le Plan, qui a 80 ans cette année. Le but, dès le départ, c'était de donner des chiffres justement pour produire, reconstruire, rebâtir après la guerre, mais c'était aussi de mettre des idées, des propositions dans le débat fondées sur le plus possible de raisons, si je puis dire, au sens large du terme, c'est-à-dire d'éclairage et d'options, pour ensuite que le décideur puisse avoir le choix. Je prends un seul exemple, on pourrait les multiplier évidemment, la question démographique. On sait aujourd'hui, ça commence à irriguer un peu le débat. Cette maison a fait des travaux aussi sur ce sujet, encore récemment, sur notre modèle social à l'horizon 2050. Si on ne regarde pas en face les chiffres de la démographie qui sont têtus, une chute du taux de natalité, pour la première fois en 2025, une inversion de la courbe, si je puis dire, ou un croisement des courbes, un taux de nombre de naissances inférieur au nombre de décès pour la première fois depuis 1945. On peut ensuite en faire des choix très variés, très différents, et des opinions diverses. Je prends la question scolaire, c'est un fait qu'il y a 15% d'élèves en moins depuis 15 ans dans l'éducation nationale, je le dis sous le contrôle savant d'un ancien ministre de l'éducation nationale, cher Benoît Hamon. Ensuite, on peut dire, améliorons le taux d'encadrement, par exemple, profitons entre guillemets de cette baisse démographique pour améliorer le taux d'encadrement, c'est un choix politique pour le coup, ou au contraire, ça permet de faire des économies, de fermer des classes, des écoles, etc., ou évidemment 50 nuances de gris ou de vert entre les deux. Mais là, on voit bien qu'il faut d'abord la base du constat, de l'éclairage, et ensuite il y a plein d'options, et tant mieux, et on distingue les deux. Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions entre le court terme et le long terme, puisque vous parliez d'impact démographique ? Si, bien sûr. Alors ça, c'est une autre difficulté. Malgré l'évaluation. Pardon ? Malgré l'évaluation, justement. Oui, l'évaluation, forcément, elle se lie au moyen long terme. Quand vous avez une mesure,
c'est pour essayer d'en déduire un certain nombre d'orientations qui ne sont pas la réponse à la crise ou à l'urgence du matin, qui doit aussi être traitée. Exercer comme un certain nombre dans cette salle des responsabilités politiques, exécutives, vous n'échappez pas à l'urgence. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Quand vous avez, on le voit aujourd'hui, une crise internationale, une crise du carburant, une crise énergétique, et on en vivra d'autres, on en a vécu d'autres, vous devez apporter un certain nombre de réponses. Mais la mesure, normalement, vous permet d'essayer de vous projeter au-delà de l'actualité immédiate. Voilà, on a aujourd'hui, je pense, déconnecté un peu parfois de nos outils de décision et de mesure. Et il faut toujours lier les deux. C'est-à-dire que la mesure sans décision, c'est assez vain. La décision sans mesure, c'est assez dangereux. Et après, c'est difficile de mesurer l'acceptabilité sociale d'une mesure. Oui, alors ça, c'est le débat de fond. Amélie de Montchalin l'évoquait. Est-ce la mesure, il ne faut pas confondre avec la finance, si je peux dire, ou seulement la mesure sonnante et trébuchante. Il faut l'entendre dans un sens large. C'est d'ailleurs un vieux débat et une vieille expertise, j'en profite pour le souligner, française, ce qu'on appelle un peu techniquement les évaluations socio-économiques. C'est le rêve, parfois un peu illusoire presque, mais d'avoir dans un seul chiffre, une seule comptabilisation monétaire à la fin, la prise en compte de ce qui est directement budgétaire ou financier. Vous faites un projet de transport, combien ça coûte à l'État ou à la collectivité en centaines de millions ou en millions d'euros, mais aussi combien ça va rapporter en décarbonation, en gain de temps, en confort pour le voyageur, etc. Et ça, on essaye de le mettre dans une seule mesure. Alors ça, c'est un peu le Graal ou le rêve de l'ingénieur, mais il faut l'avoir en tête parce que ce qu'on appelle les évaluations socio-économiques, c'est aussi un outil de décision qui est très important et dans laquelle on intègre des choix. Je prends juste cet exemple, la question du temps. Nos infrastructures de transport aujourd'hui sont encore toutes fondées sur le premier critère tout en haut de l'évaluation économique, le gain de temps. Et donc parfois, pour gagner quelques minutes, on peut dépenser ou proposer de dépenser des centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, je lance la question, c'est un travail qu'on a lancé d'ailleurs au commissariat à la stratégie au plan. Est-ce que c'est le gain de temps qui est la priorité du voyageur, de l'usager du train, ou est-ce que c'est le fait d'être connecté au Wi-Fi, le fait d'avoir un train régulièrement, le fait d'être en sécurité dans les transports le soir, etc., etc. Donc on voit bien que là, dans ce qu'on met dans la mesure, il y a des choix. Et ensuite, dans les décisions qu'on prend sur la base de la mesure, il y a des choix. Tant mieux. Mais la mesure, elle peut quand même essayer d'apporter sur la base de ces choix, ou pour éclairer ces choix, un certain nombre d'éléments d'objectivation. Nathalie Aubonnet, vous travaillez pour une compagnie d'assurance. Vous êtes spécialisée dans la protection juridique et pour cela, la data, donc la mesure pour vous est essentielle, bien sûr déjà pour calculer les risques, puisque vous travaillez dans l'assurance, et en même temps, est-elle suffisante ? Bonjour à tous. Alors, en tant qu'ingénieur travaillant depuis 20 ans dans l'assurance et en plus, j'ai passé l'actuariat chez AXA, je peux dire que la donnée, c'est clé quand même. Et notre matière première en tant qu'assureur, c'est bien la donnée. Notre métier, c'est d'évaluer des risques, de les prédire dans l'avenir. Et pour ça, on utilise des millions de données clients qu'on va ensuite modéliser pour projeter le futur et du coup proposer les meilleures solutions d'assurance pour nos clients. Donc ça, c'est évidemment la base de notre métier. Par ailleurs, on utilise cette donnée aussi pour pouvoir éclairer la société. Donc par exemple, on vient de sortir chez AXA le Datascope, qui est une étude qu'on sort tous les ans depuis 2019, qui permet de faire une photo de l'état de santé de nos entreprises et qui montre qu'on a une forte augmentation des arrêts de travail. Depuis le Covid, depuis 2019, 50% d'augmentation des arrêts de travail. Et ça, on l'a vraiment, c'est une photo objective puisqu'on l'a fait sur des millions de données, 400 millions de données mensuelles qui nous permettent d'éclairer la société sur des grandes tendances importantes. Et on a pu constater notamment que c'est une des grosses problématiques, c'est les arrêts psychologiques donc, qui sont en forte émergence depuis le Covid. Voilà, donc pour nous, la donnée, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est essentiel. C'est essentiel. Et alors aujourd'hui, moi je suis, donc après avoir été à la tête de la protection juridique, je suis aujourd'hui responsable de l'ensemble des engagements sociétaux d'AXA, donc autour de la prévention, autour de l'assurance inclusive, autour de la RSE. Et c'est vrai que pour faire évoluer nos contrats d'assurance, quelque chose qui est extrêmement important pour nous aussi, c'est de prendre en compte les fractures sociales, les problématiques, les grandes problématiques de la société. Et c'est là effectivement qu'on va au-delà, je dirais, de notre
notre rôle classique d'assureur, à savoir partir de la donnée pour pouvoir assurer des nouveaux risques. Et on a décidé donc très récemment d'assurer les violences conjugales, puisque depuis 10 ans, on était déjà acteurs très engagés sur les sujets des violences conjugales parce qu'on travaille avec des associations de terrain, donc notamment la Maison des femmes, la FNSF, pour pouvoir mettre nos compétences, en l'occurrence juridiques, à disposition de ces femmes. Et puis on s'est dit au bout d'un moment, mais finalement, pourquoi maintenant cette expertise qu'on a acquise, on ne pourrait pas en faire une garantie assurantielle. Et donc depuis 1 an maintenant, dans l'ensemble des contrats d'assurance habitation d'AXA, eh bien, on a une garantie de relogement d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Donc là, c'est plus de 1500 femmes ou hommes, mais évidemment une grande majorité des femmes qui ont été accompagnées depuis le lancement de cette garantie, donc qui fait de l'accompagnement juridique, psychologique, financier et relogement d'urgence. Et donc c'est vraiment une belle illustration. Un travail sur le terrain, cette mesure, et peut-être pas justement d'une mesure que vous avez l'habitude d'utiliser au sein d'AXA. Donc on n'est pas du tout parti de la mesure, pour le coup on est parti d'une conviction et d'une expertise terrain, vraiment nos 10 ans de lien avec les associations qui ont permis aujourd'hui de couvrir plus de 3 millions de foyers sur ce risque-là. Donc c'est un autre exemple où les convictions, pour faire évoluer la société, et en tant qu'assureur, on a un rôle à jouer sur ces grands sujets-là. Benoît Hamon, vous êtes l'autre homme politique de cette table. Le Ronde, ancien ministre de l'économie sociale et solidaire, vous consacrez maintenant à l'ESS. Quand on parle ESS, cette économie sociale et solidaire, on pense économie alternative. Alors comment, évidemment ce n'est pas une question nouvelle, mais comment faites-vous pour la mesurer? Joseph Stiglitz, le prix Nobel de l'économie, parlait déjà de bonheur national brut pour remplacer en tout cas pour s'ajouter au PNB, au PIB. Comment faites-vous pour évaluer l'économie sociale et solidaire? Vous avez de nombreux outils, mais est-ce qu'ils sont efficaces? D'abord, on dit merci à la Cour des comptes, puisqu'elle vient de révéler dans un rapport en septembre dernier que si l'économie sociale et solidaire pesait 14% de l'emploi privé, elle ne pesait que 7% des transferts publics. Donc on lui dit merci à la Cour des comptes, et de ce point de vue-là, Amélie de Montchalin, son intervention était utile parce qu'elle vient éclairer le fait qu'une économie perçue dans nos imaginaires comme plus coûteuse, plus gourmande en argent public, l'est beaucoup moins que l'économie conventionnelle. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que nous, Français, on a quand même un gros problème avec les chiffres, parce qu'on se mesure depuis tout petit. Nous sommes un des systèmes éducatifs qui, très très tôt, donne des notes aux élèves. Donc les trie, les classe, les ordonne sur une échelle avec des chiffres en face, comme si la note que nous allons avoir, a fortiori constitue une moyenne entre différentes matières, allait nous définir. Et donc il y a une intoxication de la société française dès le plus jeune âge à la question de la note, de la mesure et donc du classement, et qui est une intoxication parfaitement contradictoire avec les principes qui sont ceux de la République et qui commencent par rappeler l'égalité des citoyens entre eux. Et je veux commencer par ça parce que ça veut donc dire que si on veut sortir de l'obsession de la mesure, peut-être faut-il commencer par réfléchir à la manière dont on s'évalue nous-mêmes et on évalue les élèves dès le plus jeune âge. Et il y a sans doute à repenser les méthodes d'évaluation des élèves depuis l'école élémentaire jusqu'à l'université et les grandes écoles. La troisième remarque que je voudrais faire par rapport à cette obsession de la mesure, c'est qu'il y a aussi, peut-être est-ce dans le sillage de ce rapport que nous avons à la note et à la mesure, des chiffres qui sont absolument sacrés, auxquels nous prêtons des vertus presque religieuses. Qui a dit un jour, Clément, je ne sais pas si tu sais toi, mais qui a dit un jour qu'au-delà de 3% de déficit public, c'était très très grave, et en dessous, c'était très très bien? Alors c'est même dans des traités, alors vous allez me dire, ils ne sont pas que français, ils sont européens. Au-delà de 60% de PIB, la dette publique, c'était très très grave, et en dessous, c'était très très bien. Donc on donne une sorte de caractéristique presque religieuse à des chiffres qui ont ceci de toxique, qu'ils moralisent les politiques entre le bien et le mal, là où à l'évidence, n'importe quel économiste vous dirait qu'il y a des moments où il faut creuser les déficits quand
quand la situation économique est mauvaise, et quand elle est un peu meilleure, on peut les réduire parce que c'est plus facile de le faire. Donc, c'est pas simple de répondre à cette question, parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de chiffres qui sont sacrés, et il y a surtout des choix politiques qui sont devenus des formes de dogmes, des dogmes qui disent ce qui est le bien et le mal, et dont il faut, à mon avis, se défaire. Alors pas pour considérer que toute politique déficitaire est bonne, dire le contraire de ce que veulent dire 3% et 60%, mais pour redevenir un petit peu laïque par rapport aux chiffres. Et pour revenir à l'ESS, en deux mots, tout se mesure dans l'ESS comme dans n'importe quel... dans toute l'économie. L'utilité sociale, ça se mesure. Oui et non, c'est-à-dire que c'est là où c'est difficile. Et je vais prendre un exemple qu'AXA connaît bien, puisqu'AXA fait partie de ces entreprises qui augmentent leurs engagements en matière d'inclusion. Inclusion des personnes en situation de handicap, et avec des engagements qui se mesurent et qui s'améliorent, comme d'autres entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en regard le fait que ces entreprises sont capables de mesurer qu'elles font plus, mieux, mais pourtant que le problème, nous ne parvenons pas à le solutionner. La différence entre le taux d'activité des valides et des invalides ne cesse de grandir. Donc on peut retenir que des entreprises font plus, mais quand on regarde et qu'on prend un peu de recul et qu'on regarde the main picture, comme disent les anglo-saxons, on voit que le problème est plus grand aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose de la question du dérèglement climatique? Si. Ça veut donc dire que il faut qu'on sache aujourd'hui ne pas simplement penser la manière dont les uns à côté des autres nous essayons d'améliorer nos impacts de manière positive, mais la façon dont nous construisons des politiques publiques qui reposent forcément sur des alliances entre acteurs publics, continentaux, nationaux, locaux, acteurs de l'économie conventionnelle, acteurs de l'économie sociale, pour se fixer des objectifs de moyen et long terme, ce qui est parfaitement le travail de Clément par ailleurs, au plan, mais que d'essayer d'imaginer comment on se détache de nos seuls chiffres privés, en quelque sorte, ou de court terme, pour essayer de construire le long terme, ce qui n'est pas le plus simple, mais à mon avis qui relève quand même, là, pour le coup, du rôle du politique, que de construire ces alliances et de fixer les objectifs à long terme. Hervé Fonta, alors votre fonds, vous, Meaning Capital, se positionne sur l'impact environnemental et sociétal, tout en restant un fonds classique de private equity. Donc vous avez des exigences de performance financière et donc vous avez besoin de mesurer. Comment faites-vous pour convaincre les investisseurs d'investir? Quels sont vos indicateurs quand ils ne sont pas justement purement financiers? Alors, nous, notre démonstration... Alors, nous, on est sur une mesure, je veux dire, positive et sur un retour d'expérience sur le fait que la mesure crée de la valeur, mais des valeurs. Alors, évidemment financières, puisque quand on nous confie de l'argent, c'est d'abord pour qu'on le fasse fructifier, sinon il n'y a pas de pérennité. Je m'inscris dans le temps long. Là aussi, hein, on investit dans des PME et des ETI. D'habitude, elles sont stressées, d'autant plus ces derniers temps. Mais on les inscrit tout le temps dans le temps long, parce que c'est comme ça d'abord que l'impact fonctionne, et c'est comme ça qu'on a du discernement. Donc pour nous, la mesure, c'est du discernement, et je vais revenir à votre question, c'est du discernement et de l'alignement d'intérêts. Pourquoi aujourd'hui on a du succès, et pourquoi nos entreprises sont parmi les entreprises les plus performantes en Europe? C'est les entreprises françaises. Il y a un vrai sujet de souveraineté, de capacité à développer sur l'ensemble de l'Europe, et pourquoi elles sont performantes et que ça fonctionne, c'est l'alignement d'intérêts, la cohésion sociale, le travail sur la transition énergétique et à la fin la compétitivité. Si on trouve de la compétitivité à travers ça, sur le long terme, on y arrive. Donc, pour répondre à votre question, les institutions, les family office, les personnes qui nous confient de l'argent, alors c'est votre argent, l'ACOS, la Sécurité sociale, nous confie de l'argent, la Caisse des dépôts, enfin, on gère beaucoup d'argent public. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent que cette création de valeur se fasse sur le temps long et sur des critères qui soient pertinents et qui viennent faire un peu changer la société. Et là, je rejoins les intervenants, mes camarades, il n'y a pas un chiffre. On rêve tous du chiffre magique qui n'existe pas. Et c'est la principale erreur auquel on est confronté, c'est que quelquefois on est sur un discours un peu qu'on veut simplifier. On dit bon ben voilà, est-ce que c'est par exemple pour le climat, c'est la réduction des émissions à effet de serre, du gaz à effet de serre, pardon, ou ce genre de choses. Ben, oui et non. Quelquefois c'est pas le bon. On a un développement assez extraordinaire et je vais prendre 3 secondes pour vous en parler.
on avait regardé une filière qui était importante, je pense, pour tous, l'inclusivité. On a créé, avec des chefs d'entreprise, des salariés, 3500, le premier acteur en France pour emmener les personnes en situation de handicap, les enfants, à l'école. On emmène 10 000 enfants par jour à l'école. C'est beaucoup, pour une petite entreprise française, c'est beaucoup. 2000 adultes en entreprise aussi. Ben, là, ce qui était important, c'était effectivement, il y avait un sujet, c'est le transport, c'est près de 100 km en moyenne par personne. Il fallait trouver une bonne manière de le faire. Ben, cette société, en plus, puisqu'on le fait pour tous nos investissements, a été validée SBTI, Science Based Target Initiative, j'imagine que la population ici connaît ça bien, à savoir respecter les engagements de la COP21 sur la décarbonation de son activité. Alors que la première sujet, c'était l'inclusivité. Et bien en fait, en travaillant sur cette décarbonation, sur la mutualisation des transports, on y arrive à trouver des solutions, et cette société aujourd'hui est très rentable, certainement la plus rentable d'Europe. Et cet indicateur SBTI, c'est celui qui va aider les investisseurs à prendre les décisions, justement? Alors aujourd'hui, première chose avant tout, c'est la pérennité. Donc la pérennité passe par la rentabilité et le fait que quand on confie de l'argent, on rentre de l'argent, et voilà. Mais effectivement, le fait que SBTI, le fait qu'on respecte la courbe de décarbonation par secteur, donc elle a été définie par des scientifiques, et je rejoins, on est au cœur du scientifique, on est au cœur de cette intelligence-là, qui encore une fois est une capacité, une compétence française assez forte. Je suis assez souverain, vous verrez. Mais je pense que lorsqu'on le définit bien, lorsqu'on passe du temps, alors c'est long et c'est compliqué, hein, et on fait beaucoup d'erreurs. On tâtonne beaucoup dans la mesure. Quel type d'erreur? Quelquefois, on investit en ce moment dans les data centers, ça carbone. Les data centers carbone. Ça, on ne peut rien y faire, ça carbone. Mais si on le fait bien, si on le fait peut-être dans des zones plus froides, si on le fait peut-être avec une électricité décarbonée, cette fois-ci, tout d'un coup, la mesure, il faut peut-être la lire différemment, il faut la lire de manière relative, quelquefois de manière absolue. Et là, il y a un vrai sujet. Et pour nous, tout se résume à la fin à la gouvernance et à la qualité de la gouvernance. Et la gouvernance, je reprends Amélie de Montchalin, elle doit être diverse. Ça ne doit pas être un actionnaire financier, un syndicat, il faut ouvrir ça. Et nous, on met dans notre gouvernance des hommes et des femmes de la société civile dans nos entreprises, afin qu'ils nous éclairent et qu'on puisse avoir un vrai impact sur notre écosystème. Alexia Delahousse, votre entreprise, Vuconto, est une fintech en hyper-croissance. Alors effectivement, quand on pense ESG, normes, et qu'on est dans une petite fintech en pleine croissance, on se dit l'ESG va étouffer la croissance, ça doit être un cauchemar. Or, pour vous, est-ce important de mesurer? Alors, bonjour à tous. Effectivement, quand j'ai lu la question d'aujourd'hui, ça m'a tout de suite évoqué l'exercice de la CSRD. Effectivement, je trouve que c'est un cas d'école assez parfait pour expliquer dans quelle mesure mesurer l'extra-financier est à la fois plein de promesses et en même temps plein de pièges à éviter. Et qui peut pousser un certain nombre d'entreprises, notamment les plus petites, à vouloir sortir de la mesure de l'extra-financier, alors même que c'est extrêmement important et que la promesse sur le long terme, c'est de créer un nouveau paradigme dans lequel la valeur d'une entreprise n'est pas uniquement un multiple d'EBITDA, mais sa valeur prend également en compte un certain nombre de critères extra-financiers, comme la qualité de la gouvernance, comme l'empreinte carbone ou les équilibres sociaux au sein de l'entreprise. Et j'ai eu envie du coup d'accepter l'invitation aujourd'hui parce que chez Conto, alors même qu'on est une entreprise assez jeune, moins de 10 ans d'existence, que c'est une entreprise en croissance, que c'est malgré tout encore une petite entreprise, on est, je pense, un des exemples parfaits des entreprises qui ont beaucoup critiqué la CSRD car considérée pas raisonnable pour une entreprise de cette taille-là. Et pourtant, alors peut-être que j'évoquerai aussi les pièges de l'exercice, mais pourtant, en fait, on y a trouvé un véritable intérêt en interne. Je dirais l'investissement que la CSRD représente a effectivement été assez positif et en tout cas a permis de dégager de la valeur. Malgré sa complexité. Exactement, malgré sa complexité et malgré le fait qu'il y ait une instabilité réglementaire. En fait, donc, chez Conto, normalement, on aurait dû être éligible à la CSRD en 2026 pour un reporting sur 2025. On avait décidé de faire un reporting en avance de phase pour se roder parce que l'exercice est compliqué et qu'on ne voulait justement pas tomber dans les pièges
d'un reporting qui est soumis à un audit et qui aurait été mauvais la première année. Donc on l'a fait une première fois et en fait on a réalisé que pour beaucoup d'équipes en interne, ça a permis de mesurer des indicateurs que l'on ne mesurait pas avant parce qu'ils n'étaient pas obligatoires, mais qui ont fait apparaître un certain nombre de zones d'ombre et qui empêchaient la bonne prise de décision du management. Je vais donner juste quelques exemples concrets en matière RH. On travaillait effectivement chez Conto sur les problématiques d'égalité hommes-femmes dans l'entreprise et on mesurait les écarts de salaire. Mais la CSRD, via le référentiel de SRS, nous a imposé de mesurer un certain nombre de critères de façon plus granulaire ou orientés de façon différente. Concernant l'écart des rémunérations, on ne mesurait pas l'écart de façon globale, mais on le mesurait en prenant en compte l'expérience et le poste. Donc c'est à même poste et à même expérience. Et en fait, là où on pourrait faire apparaître une forme d'égalité salariale homme-femme, via cet indicateur, on peut réaliser qu'il y a des zones d'ombre dans les grilles salariales de l'entreprise et on a fait apparaître de nouveaux problèmes qui n'étaient pas visibles avant et ça a amélioré la qualité de la prise de décision. Exactement. Et peut-être un autre exemple aussi qui était intéressant, c'est reporter sur le nombre d'heures de formation par genre et par catégorie. Et on voit en fait qu'il y a des catégories de personnes dans l'entreprise qui sont moins, en tout cas qui bénéficient moins de la formation et qui seront sans doute freinées en termes de promotion en interne. Donc voilà, des indicateurs qui sont obligatoires peuvent aussi faire ouvrir les yeux à une entreprise et lui permettre de régler des problèmes qu'elle n'était pas en mesure de solutionner auparavant. Clément Beaune, alors vous avez été ministre des Transports, mais aussi ministre des Affaires européennes. C'est intéressant de rebondir justement sur cette problématique de la CSRD qui fait toujours partie de ce fameux pacte européen, ce pacte vert. Est-ce qu'il n'y a pas eu là justement des choix politiques l'année dernière qui ont entraîné un recul alors que tout avait tout de même été mesuré, tout avait été prévu, il y avait toute une trajectoire. Or, ça a été mis sur pause. Elle le disait très bien, justement, Alexia Delahousse à l'instant, son entreprise ne rentre plus dans cette fameuse CSRD, donc finalement, on se retrouve face à une instabilité juridique. Est-ce que c'était productif, finalement ? Alors, il y a le fameux débat sur les normes européennes. Est-ce qu'on est obsédé par le normatif au niveau européen ? Alors, sans faire un long développement historique sur l'Union européenne, parce que je pourrais m'emballer facilement. On fait des normes parce qu'on est fait pour ça, si je puis dire, d'abord à l'échelle européenne. Ça a été notre histoire, si je puis dire. On a remplacé en quelque sorte la force par le droit, et donc parfois on a un petit penchant pour faire trop de normes, trop vite, de manière trop compliquée, ça c'est vrai, dans les instances européennes, que ce soit au Parlement ou entre États membres. Ensuite, je n'adhère pas non plus, mais je le dis devant des gens qui le pratiquent beaucoup plus que moi, donc avec modestie, je n'adhère pas non plus au discours ambiant qui consiste à dire qu'on doit maintenant détricoter toute une série de normes qu'on a mises en place, notamment dans le cadre du fameux pacte vert, sur les questions de responsabilité sociale et environnementale, sur, puisqu'on parle de chiffres ou de dates, la date limite pour les voitures thermiques, le passage à l'électrique, etc., etc. C'était quand même, il faut le dire, la bonne échelle d'action. Tout ce pacte vert, on ne va pas faire un pacte vert français, un pacte vert allemand, un pacte vert espagnol, un pacte vert suédois, que ce soit pour ces questions de RSE ou d'autres. Bon. Et ensuite, il y avait quand même, peut-être pas des mesures d'impact a priori suffisantes, mais il y avait quand même l'idée du temps long. Je prends juste l'exemple de la voiture thermique et la voiture électrique. Il y a 6 mois, on disait qu'il faut absolument détricoter la date limite de 2035. Aujourd'hui, je pense que beaucoup auront un discours un peu différent quand on voit le drame de la dépendance aux fossiles. Bon, et on ne peut pas gouverner, mesurer ou décider, qu'on soit d'ailleurs un acteur public ou privé, a fortiori qu'on est un acteur public et qu'on doit donner des signaux aux acteurs privés, par coup d'essuie-glace, si je puis dire, ou de yo-yo, en changeant en fonction de l'actualité. Ça, c'est justement et la mesure et le temps long. Ensuite, est-ce qu'il y a des adaptations à faire ? Oui. Mais quand je regarde le mandat de la Commission européenne ou le mandat du Parlement européen aujourd'hui, j'ai parfois l'impression qu'on est plus dans un mandat, si je puis le dire ainsi, von der Leyen -1 que von der Leyen 2. C'est-à-dire qu'on détricote ce qui a été fait pendant les 5 années précédentes. Vous le regrettez ? Oui, parfois je le regrette. Parfois je le regrette parce que, d'abord, si on dézoome un tout petit peu, un projet politique qui entraîne des acteurs publics ou privés puis des citoyens, on le sait ici, ça doit quand même avoir une visibilité, une stabilité. Si vous dites mon projet politique pour la période qui va de 2024 à 2029 comme Commission européenne ou comme Parlement européen, c'est de faire tout ce qu'on a fait les 5 ans précédents, mais en un peu moins ou un peu moins bien,
c'est pas extrêmement motivant politiquement, et par ailleurs, je pense que c'est une erreur sur le fond. Après, est-ce qu'on a tendance parfois à se précipiter sur des normes, à en rajouter, à avoir une machine qui produit beaucoup de choses sans toujours évaluer ou sans toujours être pragmatique et s'adapter? Je pense qu'il y a un point très concret sur lequel on n'est pas très bon au niveau européen dans nos décisions, j'en prends ma part, c'est qu'on n'a pas des clauses de rendez-vous. Quand on met en place un mécanisme aussi lourd que CSRD ou que devoir de vigilance, on a parlé aussi beaucoup de cette directive, peut-être c'est pas mal d'avoir un point de rendez-vous, d'avoir une capacité à adapter les normes si elles ne sont pas très bonnes pour des entreprises plus petites ou des entreprises innovantes. Je prends juste un autre exemple qu'on cite souvent, le RGPD, pardon pour tous ces acronymes, le Règlement général sur la protection des données, qu'on critique aussi en disant c'est de la complexité européenne. D'abord, on est content quand même d'avoir nos données mieux protégées que dans le reste du monde, honnêtement. Est-ce qu'il y a des adaptations, y compris par exemple pour échanger des données scientifiques entre l'Europe et les États-Unis? Il y a beaucoup de chercheurs qui disent que c'est devenu très compliqué. Bon, peut-être là, il faut une adaptation. Mais si on repasse par toute la mécanique qui va prendre 2 ou 3 ans, le Conseil, les États membres, le Parlement européen, etc., je pense qu'on n'est pas rendu. Donc il faut parfois qu'on ait cette capacité juste d'adaptation. Mais pas qu'on change, pour le dire comme ça, notre cadre fondamental tous les 6 mois ou tous les 2 ans, parce que là, c'est pire que tout. Les constructeurs automobiles, pour reprendre mon exemple, le disent eux-mêmes. Ils disent on n'était pas d'accord avec 2035, mais ne nous changez plus la date. On a investi, on s'est adapté, on s'est organisé. Donc il n'y a rien de pire, même quand une décision n'est pas parfaite, que de la changer tous les 4 matins. Benoît Hamon, votre analyse là-dessus, dans une Europe coincée entre les produits chinois et un manque de confiance à l'égard des États-Unis aujourd'hui, dans ce contexte géopolitique compliqué, ce pacte vert, il fallait le maintenir tel quel. Quel impact sur l'ESS, le fait que justement ils soient en pause, qu'il y a un recul? Bon, écoutez, la plupart des entreprises de l'ESS étaient en avance sur les lois et les réglementations. Donc il y a beaucoup de... je rappelle quand même qu'on a des modalités d'organisation qui... le principe de la non-lucrativité, ce qui ne veut pas dire qu'on perd de l'argent, hein, je rappelle, c'est qu'on ne sert pas de dividendes à nos propriétaires, nos actionnaires. Donc nous rend finalement plus résistants. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que cette jeune économie, hein, qui est l'ESS, puisque c'est une économie plus jeune dans ses modalités d'organisation que la vieille économie, qui est l'économie conventionnelle, capitaliste telle qu'on la connaît, cette jeune économie, elle a intégré, elle a encastré la question de l'intérêt général dans son objet social avant même que la loi Pacte et Bruno Le Maire ne passent par là en France, avec les entreprises à mission. Et elle l'a fait à travers 2 principes, la non-lucrativité, c'est-à-dire que l'investissement qui va être le vôtre, vous ne pouvez pas attendre qu'il vous enrichisse au moment où vous allez revendre vos parts. Et pour que ça fonctionne, il fallait que celui qui ait 10 parts ait le même poids politique dans l'entreprise que celui qui en a 100, c'est-à-dire une personne égale une voix. Et donc ce modèle d'organisation des entreprises démocratiques, il a pu mesurer, entre guillemets, son impact, puisque c'est la Direction générale du Trésor qui a démontré que les entreprises de l'ESS, quand elles sont en concurrence avec des entreprises de l'économie conventionnelle, sont plus résistantes, ont une espérance de vie plus longue que leurs concurrentes, sans doute parce qu'elles ne sont pas exposées, en partie, je sais pas le seul critère, mais à cette exigence de rendement du capital investi qui peut fragiliser un certain nombre d'entreprises. Je suis d'accord avec ce que dit Clément, en fait. Je trouve extrêmement important aujourd'hui qu'on ne se laisse pas abuser par l'air du temps. Qu'est-ce qui se passe en Europe et pourquoi, d'ailleurs la formule von der Leyen -1 plutôt que von der Leyen 2 est très juste. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Trump, hein, et l'impact qu'il a aujourd'hui sur la politique mondiale, et tous ces petits, quoi, qui sont chez nous, hein, peut-être dans la salle, même, j'en sais rien, mais qui pensent qu'aujourd'hui, c'est quand même ça balance entre deux constatations. Le dérèglement climatique, c'est tellement compliqué maintenant d'inverser ce qui est la trajectoire aujourd'hui de nos sociétés là-dessus qu'autant déréguler. Et puis alors ceux qui ne vont pas jusque-là, mais qui disent non, en fait, c'est pas vrai. Le dérèglement climatique, tout ça, ça se discute, la science, ça se discute, etc., etc. Et donc, il y a aujourd'hui, et c'est ça qui est assez préoccupant, c'est que si on raisonne sur ce qui se mesure, je disais tout à l'heure, il y a des chiffres qui sont religieux, mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre aujourd'hui de propos politiques auxquels on prête d'avoir la même valeur que
E égale MC2, quoi. C'est-à-dire qu'on leur prête d'être la vérité réalité alternative. Oui, voilà, la réalité alternative, au point qu'on ne regarde pas l'essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous dérivons et que la trajectoire est une trajectoire au désastre, notamment sur la question du dérèglement climatique. Je ne parle même pas de la question démographique, je ne parle même pas de la question de l'impact, ce qui a été évoqué plus tôt, de la révolution digitale sur l'information, le travail, la connaissance, un impact vertigineux. Mettons ça de côté, mais si on ne regarde que la question du dérèglement climatique, à l'évidence, il faut aujourd'hui des lois. Il faut que le droit impose à l'économie conventionnelle, et puis nommons-le, parce qu'en fait l'économie conventionnelle, au capitalisme, des règles du jeu qui supposent que nous ne pourrons pas corriger la trajectoire qui est celle de l'économie actuelle sans que ça coûte de l'argent, sans qu'un certain nombre de bénéfices soient réduits. Cette idée selon laquelle on va devenir du jour au lendemain vertueux sans que ça coûte, bah, ça n'existe pas. Ça veut dire Et quand il n'y a plus d'argent dans les caisses? Mais il y en a de l'argent dans les caisses, demandez, c'est pas vrai. En plus, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner d'ailleurs. C'est pas uniquement de l'argent public, mais des grandes entreprises aujourd'hui qui font des choix courageux, il en existe, et ces choix courageux, c'est quoi? C'est de décider de se séparer d'une partie de leur chiffre d'affaires, de réduire leurs bénéfices, parce qu'elles estiment aujourd'hui que ces marges qu'elles réalisent ou ces bénéfices qu'elles réalisent vont à l'encontre de l'intérêt général. Je vais prendre un exemple, la filière d'une boîte française, en tout cas c'est la filière de cosmétiques Mustela, elle fait un choix qui est de se débarrasser des lingettes qui rapportent beaucoup d'argent pour des raisons qui sont des raisons environnementales et climatiques. Voilà, il y a des entreprises qui font ces choix-là. Et est-ce qu'on peut faire reposer notre destin collectif sur la seule bonne volonté de quelques chefs d'entreprise ou conseils d'administration éclairés? Je ne le suggère pas. Non pas que je ne crois pas qu'il en existe, il en existe plein, mais à un moment, il faut que l'intérêt général, il s'incarne dans des choix politiques qui, à cette étape du développement de notre économie et au regard du péril climatique, supposent, je le redis, de la contrainte. Et la contrainte, ce sera de la fiscalité, ce sera c'est CSRD, c'est plein d'autres choses. Mais ça ne marchera pas sans. Ou alors on se raconte des grosses histoires et on peut renommer ce think tank ou donc cette journée des fables sur l'impact et l'écologie. Et c'est sympa, on va avoir des jolis compteurs, mais bon, c'est peut-être pas ça qu'on recherche, je ne crois pas en tout cas. Nathalie Aubonnet, alors il y a une réalité de ce dérèglement climatique pour les assureurs. Donc de plus en plus de catastrophes, c'est de plus en plus incertain. Comment faites-vous justement pour évaluer ce risque climatique aujourd'hui? Est-ce que ces risques n'évoluent pas plus vite que les modèles? Alors, effectivement, ce risque-là, pour les assureurs, c'est un risque très important, puisque finalement, il re-questionne notre modèle même d'assurance, puisque pour pouvoir continuer à assurer, pour que les cotisations d'assurance soient finalement pas trop importantes, on doit absolument trouver des mesures face à ce dérèglement climatique. Donc, alors, c'est une réalité, pour ceux qui étaient sceptiques, on peut le confirmer à travers des chiffres concrets. Au niveau de la profession, on estime qu'au début du siècle, les catastrophes naturelles représentent à peu près 3 milliards d'euros pour les assureurs. Aujourd'hui, on est à 6 milliards d'euros par an sur les catastrophes naturelles. Donc là, je pense c'est objectivement une réalité. Une réalité, voilà. Alors, on évalue d'une manière générale tous nos risques à travers ce qu'on appelle le Future Risk Report, qui chaque année nous permet de classer l'ensemble des risques, qui pour nous est extrêmement important pour pouvoir les anticiper et les intégrer dans nos contrats d'assurance. Donc, sans surprise, le premier risque qui arrive dans ce Future Risk Report, donc qui est fait avec des experts dans le monde entier, on parle de milliers d'experts dans plus de 50 pays, et donc évidemment c'est le risque climatique. Donc une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc pour nous le seul moyen, et on a besoin de l'État pour nous aider là-dessus, c'est faire de la prévention, c'est-à-dire exactement comme on l'a fait sur la sécurité routière. À un moment donné, si on veut diminuer le nombre de morts sur les routes, eh bien on fait de la prévention. Et sur le climat, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a une maison sur deux qui est dans une zone inondable. Eh bien, si on veut que nos sinistres baissent,
baisse et que les catastrophes naturelles soient en tout cas, on va dire, un peu plus contenues, eh bien, il faut qu'on fasse de la prévention. Donc c'est ce qu'on s'attelle à faire en tant qu'assureur. Alors là, Ça, c'est un coût, bien sûr. Alors évidemment, donc là, le coût de la prévention, donc c'est des choix d'investissement. Donc on décide d'investir sur la prévention parce qu'on sait que ça aura un impact, mais aujourd'hui, c'est compliqué de compter des sinistres qu'on n'aura pas. Donc c'est sûr qu'on est sur quelque chose qui est un petit peu moins facile. On ne sait pas combien il faut investir et combien ça va nous rapporter exactement, mais par contre on a cette conviction qu'il faut y aller, et donc aujourd'hui c'est un investissement qu'on fait. La difficulté étant évidemment sur nos clients particuliers de les sensibiliser suffisamment pour qu'ils soient motivés pour changer les choses, c'est-à-dire quand je suis dans une zone inondable, eh bien, mettre des mesures très concrètes en place pour pouvoir me prévenir ou en tout cas limiter l'impact d'une catastrophe naturelle, etc. Donc c'est vraiment un enjeu pour nous et on le fait pour nos clients particuliers, nos clients entreprises, et on aide aussi les collectivités et les maires des petites communes à être vraiment, à les aider à faire leur plan de sauvegarde de communes, comme on appelle, pour pouvoir anticiper ces problématiques de climat. Hervé Fonta, dans ce contexte plus incertain, est-ce que finalement ce n'est pas la valeur refuge qui prend le dessus surtout pour un investisseur ? Je ne crois pas. Je crois que l'innovation, et j'entends mes camarades sur cette scène, d'abord deux choses. La stabilité, oui, et la stabilité, soyons exigeants, soyons ambitieux. Moi, je crois à une économie régulée, mais une fois qu'on fixe ça, laissez-nous le temps de nous adapter, laissez-nous le temps de réorganiser, parce qu'on vit des choses assez extraordinaires. Voilà. Donc, valeur refuge, non, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la filière chauffage public, bois, tout ce qui est chaudière collective, s'est beaucoup développé. Mais vous voyez, la filière amont de collecte du bois n'existait pas. On est en train de la construire, on est en train de construire le leader français et peut-être européen de cette filière-là. Ça crée beaucoup d'emplois, ça crée beaucoup de choses, et c'est totalement innovant avec des nouvelles technologies ou autres. Donc, non, il faut aussi, il y a des nouveaux secteurs, il y a des nouvelles opportunités qui se créent. Je peux vous en citer une autre. Pour nous, je ne sais pas, il y a certainement beaucoup d'utilisateurs de Uber Eats ou Deliveroo ici. C'est l'esclavage des temps modernes. Lorsque vous avez des gens qui arrivent et qui sont à vélo et qui traversent pour 10 € d'une pizza et qui risquent leur vie à chaque fois en prenant des sens interdits ou choses comme ça pour arriver à l'heure, et pour ça 3 €, ça nous paraissait complètement stupide. On a réfléchi avec une entreprise qui s'appelle Stern, du transport dernier kilomètre. On a tout révolutionné. Et on a offert à 100% des personnes, et on est devenu le premier acteur, alors B2B, on n'est pas B2C, mais B2B, dans les zones urbaines, en triplant le prix. On est allé voir tous les clients en disant, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de soutenir ? On a eu 100%, alors c'est des grosses entreprises, c'est des PME, c'est Conto je crois aussi, c'est AXA, pour les citer. Ils ont accepté, alors on est passé à 9 €, ça paraît rien, mais c'est énorme. On a multiplié par 3 le coût, donc on peut acheter des vélos, on peut offrir une sécurité sociale, on peut une complémentaire santé, c'est un métier absolument. Donc non, ça c'est pas du refuge, il faut aller au-devant de ça, il faut parler, et quand les intentions sont bonnes, il y a de la rentabilité, et cette rentabilité-là, je suis d'accord sur la redistribution, je trouve ça très intéressant ce qui est fait chez ce que vous faites. Nous, on associe 100% des salariés au capital, systématiquement. C'est une condition sine qua non de notre investissement. Et donc c'est aussi un critère de succès, parce qu'à la fin, tout le monde est concerné, et tout le monde on arrive à trouver des choses qui fonctionnent pour tout le monde. Et ça fait partie des valeurs de l'entreprise, ou est-ce que c'est véritablement effice en termes de rentabilité ? Ça marche extrêmement bien. Je vous donne un autre exemple. Nous avions investi dans une société extraordinaire qui s'appelle Sterimed, qui était 10e leader mondial, qui est devenu numéro 2, qui fait tout ce qui est le packaging pour ce qui est, je l'ai en anglais, pardon, mais tout ce qui est maladie nosocomiale ou risque en entreprise, en bloc opératoire pour tout ce qui est infection nosocomiale. Donc ils font du packaging pour mettre l'équipement, lorsque le chirurgien ouvre, c'est protégé, ils font cette membrane qui est très technique. Voilà. C'est une entreprise qui est à Perpignan, qui est absolument fabuleuse. On est arrivé, et 100% des salariés, alors malheureusement 85%, parce qu'il y en a quelques irréductibles qui n'ont pas voulu, grâce à l'époque à la prime Macron, on leur a dit très bien,
au lieu de vous verser cette prime, on va l'investir et on va abonder. C'est-à-dire que chaque fois que vous ferez 1, on fera 3. On fera 3 de plus. Bon, beaucoup n'avaient pas les moyens de se permettre de ne pas toucher cette prime, donc on en a payé 2 fois, une pour eux, pour l'année, et une pour investir. À la fin de la journée, au bout de 3 ans, les Chinois, je fais court, hein, les Chinois ont totalement revu les matières premières qui étaient utilisées, c'était des fibres de bois, et notre rentabilité a été divisée par 3. C'est une petite PME, enfin une société qui faisait à l'époque 500 personnes. Eh ben, tout le monde s'est réorganisé, les salariés sont pris en main, ont réorganisé leur manière de travailler, ont économisé 10% de leur masse salariale, sont allés voir les dirigeants et les actionnaires que nous étions en disant voilà, nous on a fait notre part du job, quelle est la vôtre? Et bien ça a été possible. Et à la fin, cette société a multiplié, aujourd'hui en 6 ans, elle a multiplié par 6 sa taille, elle est devenue numéro 2 mondial grâce à ça. Et on fabrique en France. Hein, pourquoi il n'y en a pas plus? Donc on y arrive, il faut être agile, et voilà. Donc nous, en valeur refuge, oui, il y a des choses très bien, mais c'est l'agilité, mais laissez-nous du temps au niveau réglementation, c'est difficile de s'adapter chaque année. Vous, pour la CSRD, par exemple, qui est une pause, vous Alors la n'êtes pas CSRD, défavorable? c'est un sujet, il ne faut pas trop me lancer dessus, parce que ça a été très compliqué, la CSRD. La seule chose que je dis, c'est une très bonne chose, parce que ce cadre obligeant les entreprises à se regarder, je vous l'avais très bien expliqué, c'est une très bonne chose. Après, elle n'est pas adaptée à toutes. Et donc, on revient au sujet, à vouloir faire des mesures un peu universelles. Ça fonctionne pas. Mais ça permet la comparaison, c'est ça, la mesure universelle. Oui, mais quelquefois, la comparaison, c'est pas raison pour reprendre la formule, mais elle est pas pertinente. Quelquefois, vous allez regarder des kilomètres ou des économies de gaz à effet de serre. L'autre fois, il faudra peut-être regarder autre chose. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, nous, on le constate. En fonction des secteurs, en fonction des filières, on ne regarde pas les mêmes choses, et la CSRD, quelquefois, est complètement à côté de la plaque. Alexia Delahousse, là-dessus. Est-ce que le problème, c'est la réglementation, justement, ce que vient de dire Hervé Fonta, ou est-ce qu'il faudrait l'ajuster de temps en temps? Par exemple, pourquoi une entreprise qui se crée, qui a évidemment beaucoup plus de contraintes financières qu'une entreprise qui a déjà quelques années, est-ce qu'elle pourrait bénéficier de statuts particuliers? Ouais, je trouve effectivement que le report de la CSRD est dommageable, et j'aurais préféré qu'il y ait certaines adaptations qui ne soient pas forcément un report, parce qu'il y a non seulement un report de 2 ans, et effectivement, les entreprises vont arrêter de travailler dessus, même celles qui avaient commencé à mettre en place un peu en avance de phase des processus et avaient engagé des budgets. C'est le signal, le problème. Ouais, le signal est assez mauvais, effectivement. Je pense qu'il y avait pas mal de dirigeants d'entreprises qui étaient ni contre, ni très convaincus, mais qui, voyant la vague arriver, auraient pu facilement partir du côté positif et finalement se déresponsabilisent et trouvent une porte de sortie assez facile. Et il y a une réduction du scope qui est hyper importante. Donc je suis d'accord que c'est peut-être pas applicable à tous, mais là la réduction est énorme puisqu'il y a 80% des entreprises qui auraient été soumises à la CSRD avant et qui ne le seront plus. Donc décalage dans le temps plus réduction du scope, je pense que c'est assez dommageable, d'autant plus que la promesse de la CSRD, c'est de réussir sur le long terme à créer un nouveau paradigme économique dans lequel on valorise différemment les entreprises. Et ça nécessite que les entreprises se rôdent au reporting, ça ne va pas marcher la première année, et ça nécessite que tous les acteurs jouent le jeu et s'habituent à ce nouveau référentiel. Donc on décale de 2 ans, mais en réalité, le temps perdu, je pense, au démarrage et potentiellement du temps de retard à l'arrivée, surtout dans un contexte international très bouleversé. Et on retarde en fait cette maturité collective qui est nécessaire pour faire émerger le paradigme. Et je pense qu'il y avait effectivement des moyens qui auraient pu éviter le décalage et le retard au démarrage, en prévoyant notamment que pour certaines entreprises, temporairement, il puisse y avoir des exceptions. Un truc, par exemple, qui peut être intéressant à explorer, c'est de proposer à l'entreprise en croissance ou en démarrage de pouvoir discrétionnairement décider de ne pas reporter sur un nombre fini de données, parce que, et en motivant pourquoi on ne reporte pas dessus, en invoquant le fait qu'il y a un risque de compétitivité au début lorsqu'une entreprise est trop jeune, trop faible ou en train de tester son business model. Et donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de faisable, d'autant plus que l'entreprise est quand même responsabilisée, puisque derrière, il y a un auditeur qui, si la motivation est mauvaise, peut recaler le fait de ne pas avoir reporté volontairement. Il y a aussi un élément qui peut être intéressant à explorer. Ce que j'ai constaté quand on a fait le premier exercice de CSRD, c'est que le sujet étant nouveau, ça a créé un écosystème de consultants
dont beaucoup étaient forcément, à mon avis, travaillés avec beaucoup d'éthique, mais en même temps avec le sentiment qu'il y a une manne financière qui peut se créer. Et un exemple assez parlant, je trouve, c'est qu'on avait fait une proposition, on avait ouvert un appel d'offres et consulté 5 ou 6 consultants. Et on a eu des propositions avec des cabinets du même ordre pour un scope équivalent avec une différence de 1 à 10. Ce qui montre bien que certains cabinets, en fait, ont saisi l'opportunité plus que de vraiment jouer le jeu du changement de modèle. Et ça contribue aussi à décourager les entreprises. Quand elles savent qu'il n'y a pas de prix réel ou que potentiellement elles peuvent se faire complètement avoir sur le plan financier, c'est aussi évidemment une porte de sortie facile pour un dirigeant de dire en fait moi ça va me coûter trop cher. Donc peut-être pour conclure, c'est que la CSRD oui, avec potentiellement des aménagements pragmatiques qui permettent de conserver la compétitivité des entreprises et un engagement de tous les acteurs de jouer le jeu pour un nouveau modèle. Clément Beaune, pour rebondir justement, comment prévoir dans un contexte géopolitique aussi compliqué qu'aujourd'hui, est-ce que vous disposez au Haut Commissariat au Plan d'une boîte à outils suffisante pour, par exemple, mettre en place une sorte de plan pluriannuel sur l'énergie, puisque l'énergie est clé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du travail à faire autour de cette planification sur l'énergie en France? Alors oui, sur l'énergie et d'autres sujets. Alors enfin, une programmation pluriannuelle de l'énergie a été publiée. Enfin, mais pourquoi si tard? Bon, ça, vous savez qu'il y a eu des débats politiques, une sensibilité politique, et puis vous n'avez pas échappé qu'il y a eu quelques changements de gouvernement ou quelques instabilités qui ont fait que ça a été difficile. Bon, mais c'était très intéressant. Moi, quand je suis arrivé, je n'étais pas en charge de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est le ou la ministre en charge de l'énergie, mais un des premiers sujets, effectivement, sur lequel des entreprises sont venues voir notre institution, c'est ce sujet de la pluriannualité dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans un secteur comme la santé. Beaucoup d'acteurs disent c'est pas possible d'avoir une incertitude quand on investit, et quel que soit le niveau qu'on choisisse, sur le prix du médicament. C'est pas possible d'avoir une instabilité sur des dispositifs, parce qu'on parlait d'écologie, de transformation comme MaPrimeRénov'. Bon, et donc on a aussi une responsabilité collective, politique au sens le plus large, de ne pas faire changer, on en parlait, l'instabilité à un problème en soi, et la stabilité à de la valeur en soi, il faut les défendre. Alors on n'a pas de boule de cristal sur l'énergie ou d'autres choses, puisque c'est d'actualité, malheureusement, sinon je vous le dirais volontiers, dire comment va évoluer le cours du pétrole, la décarbonation, etc. Il y a un problème de dépendance de l'Europe, oui, ça tout le monde en convient. Ça on le sait, ça c'est effectivement, mais je pense que je ne vous l'apprendrai pas. En revanche, on essaye de retrouver deux choses qui était au début de l'institution du plan en France en 1946. L'une, c'est la prospective. Ça a été inventé, si je puis dire, c'est évidemment pratiqué dans beaucoup de structures, notamment privées, mais la prospective publique, ça a été un des premiers éléments créés par le commissariat au plan dans les années 50. On va publier au mois de juin, fin juin, un rapport de prospective qui s'appelle France 2035, France 2050. On avait d'ailleurs lancé les travaux ici même au CESE au mois d'octobre, et on prend 10 grands thèmes, on en a évoqué certains, le changement climatique, la démographie, les finances publiques, c'est important, les modes de vie, et on essaye non pas de prédire ou de trouver la boule de cristal ou la baguette magique, ça on n'a pas, mais de trouver ou de réfléchir en tout cas à quelques tendances. J'aime bien la formule d'un de mes glorieux prédécesseurs qui s'appelait Pierre Massé, qui a créé ces exercices de prospective au plan et qui disait le plan doit être un réducteur d'incertitude. On n'est pas un réducteur de choix, on en parlait, surtout pas. On n'est pas Madame Irma ou Madame Soleil, mais on est, j'espère, un réducteur d'incertitude. La deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais eu autant de données. Dans le secteur d'assurance, on en parlait, on n'a jamais eu autant de données. On a beaucoup plus d'outils pour faire un travail de prospective, un travail de chiffrage, un travail d'évaluation de politique publique ou autre qu'il y a 50 ans, qu'il y a 80 ans, formidablement plus. Mais on a perdu le sens de l'arbitrage. Moi j'insiste là-dessus, le chiffre, il ne vous donne pas la réponse. Il vous donne, si c'est bien fait, quelques éléments objectifs qui facilitent ou éclairent une décision qui relève ensuite des décideurs publics ou privés. Mais il y a une dictature du court terme, c'est ça que vous voulez Oui, il y a dire ? une dictature du court terme, et puis je le dis plus largement, je l'ai beaucoup vu dans les projets de transport, il y a l'idée que le projet idéal, c'est le projet qui a zéro inconvénient. Bon, il n'y a pas de projet qui a zéro inconvénient. Je prends juste un exemple dans le domaine des transports. Tout le monde trouve ça formidable de faire des lignes de chemin de fer. C'est décarboné, c'est sympathique, c'est du génie ou de l'excellence française, on a nos TGV ou d'autres. Bon, formidable. Est-ce que vous savez qu'une ligne à grande vitesse, ça met 25 ans à compenser son impact carbone ? Parce qu'évidemment,
même une ligne à grande vitesse, ou même une ligne très sympathique, petite ligne de train rurale, etc., bah, il faut la construire, il faut déboiser, il faut entretenir le réseau autour, c'est de l'impact environnemental, parfois contre la biodiversité. Donc c'est des choix. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a zéro projet, même une piste cyclable, à un moment donné, vous coulez un petit ruban de bitume. Bon, on le fait parce que c'est mieux d'avoir du vélo que de la voiture ou autre, dans certains endroits. Mais il y a toujours un inconvénient à un projet. Et ça, il ne faut pas penser que le chiffre, il va vous donner la réponse. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est pas une religion, comme le disait Benoît Hamon, mais on doit retrouver ce sens à partir des données, à partir des chiffrages, à partir des prospectives, de l'arbitrage. Et ça, c'est très dur. Je le dis comme responsable public, on a du mal à assumer qu'un projet a des inconvénients. Et pourtant, il faut le faire. Parce qu'il y a le temps politique, il y a le temps social, le temps environnemental. Même l'attente collective, il faut assumer, je le dis encore, que même une piste cyclable a des inconvénients contre la biodiversité. Bon, on fait des choix entre différents inconvénients ou différents avantages. C'est ça la décision, qu'elle soit publique ou privée. Benoît Hamon, sur l'ESS, justement, et cette problématique du temps long, de la valeur peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, travailler pour une valeur, pour des valeurs, est-ce que ça ne reprend pas un petit peu de valeur, justement, dans un monde géopolitique incertain, compliqué, où on remet tout en question? Ça va vous paraître bizarre que je dise ça, mais bon... Non ? Non, mais vous ne savez pas ce que je vais dire. Allez-y. Mais je me méfie un peu, moi, de cette... y compris chez nous, hein, dans l'ESS, de ce discours qui parle essentiellement des valeurs, parce qu'il n'y a pas une seule entreprise qui va vous dire j'ai pas de valeur. Ce qui m'intéresse, c'est d'augmenter la pauvreté. Bon. Donc c'est pas que je ne crois pas cela important. Je pense au contraire, je pense que les valeurs, évidemment, c'est important, mais j'essaye de remettre les choses à leur place. Je pense que à la fois les entreprises sont coproductrices de l'intérêt général, parce qu'elles font, mais il ne faut pas leur demander de piloter l'intérêt général. Ce qui, moi, me préoccupe, c'est qu'on en arrive à être ici, à débattre, toute la journée, on va débattre de l'intérêt général. Mais on le fait avec chacun dans nos couloirs de nage respectifs, et il manque de ce pilote, ou en tout cas cet assemblier ou ensemblier, on dirait, qui va agréger un tout petit peu nos réflexions pour essayer de proposer une perspective. Je vois par exemple en ce moment, nous sommes en train, en France, peut-être ne le savez-vous pas, de discuter de la stratégie nationale de développement de l'ESS. C'est-à-dire une commande de l'Union européenne et de la Commission européenne qui demande aux États membres de se doter d'une stratégie nationale de développement de l'ESS. Bon, le but, c'est que le document soit le plus structurant possible, qu'il puisse engager les gouvernements qui vont suivre celui-ci, mais aussi qui vont essayer de nous donner un minimum de programmation budgétaire, c'est-à-dire de capacité à financer les choix qui pourraient être faits dans ce document. C'est un travail utile, indiscutablement, mais ce que nous constatons au moment où je vous parle, c'est un État éparpillé. Un État, oui, je ne sais pas dire autrement qu'éparpillé, c'est-à-dire qui peine lui-même à nous projeter, en quelque sorte, et à nous aider, acteurs privés, coproducteurs de l'intérêt général, comme je le disais, à pouvoir s'inscrire dans une perspective de moyen et long terme. Et pourquoi ? Et pourquoi ? J'ai bien une ou deux idées, mais je pense... Au moins une ? Non, mais indiscutablement aujourd'hui, nous sommes dans un moment d'État faible, et d'État faible, faute de majorité politique à l'Assemblée nationale, et puis faute de s'être désarmé, à mon avis, lui-même. Je terminerai par une remarque. C'est toujours intéressant j'écoutais ce que disaient Hervé Fonta et Alexia Delahousse à l'instant sur la question de l'instabilité. Mais c'est difficile de reprocher l'instabilité réglementaire et législative quand par ailleurs ce sont des acteurs privés qui font le lobbying pour qu'on revienne en arrière.
incroyable entreprise écologique et verte qui est Total, concourt beaucoup à l'instabilité réglementaire et législative, beaucoup plus que n'importe quelle politique et parlementaire, reconnaissons-le. Je dis ça, je les ai cités parce qu'il faut quand même donner 2-3 noms. Mais voilà, donc en fait, nous sommes dans cette tension-là, dans ces rapports de force, que moi je ne veux, qu'il ne faut ni méconnaître ni mépriser. Les gens n'ont pas forcément les mêmes intérêts, sauf que, en République, en démocratie, je crois qu'on attend, notamment de l'État, qu'il puisse fixer le cap. Et aujourd'hui, je trouve que ce rôle-là est un peu défaillant. Je ne veux pas jeter la pierre définitivement, mais pour expérimenter cela, en ce moment, je trouve que l'État est défaillant. Un mot de conclusion, puisqu'il nous reste 2 minutes, un petit tour de table justement sur ce thème de l'obsession du mesurable. Hervé Fonta, est-ce qu'on peut en sortir? Il faut en sortir. Votre conclusion? Non, mais comme tout, rien ne doit être excessif. Donc, on l'a dit, il faut la bonne mesure, la mesure adaptée, et surtout en faire des choses intelligentes. Et je rejoins Benoît Hamon, et que chaque acteur soit citoyen. L'entreprise doit être citoyenne. Elle ne doit pas penser qu'à son intérêt propre et unique et tout petit. Donc, effectivement, oui, pour moi, parfois, il y a eu de l'obsession, mais ça reste une bonne chose. Et moi, je suis toujours un mesureur, et nous sommes des mesureurs convaincus, et on pense qu'il faut continuer à le faire, mais comme tout, il faut garder beaucoup de discernement et réfléchir sur le temps long. Clément Beaune. J'ai déjà beaucoup parlé. Je partage. Il faut essayer d'avoir, non pas encore une fois la religion de la mesure, mais ce que disait Hervé Fonta, la bonne mesure, c'est-à-dire essayer d'intégrer le plus d'éléments possibles dans nos décisions, et surtout considérer que parfois, il vaut mieux, effectivement, puisqu'on parlait de stabilité, laisser les choses dans un état imparfait, mais stable, plutôt que d'essayer de chercher la mesure ou le chiffre ou le résultat absolument parfait. Ça, je pense qu'effectivement, c'est une responsabilité collective, puisque, comme disait Benoît Hamon, l'instabilité, elle ne vient pas de nulle part non plus. Donc il faut qu'on ait cette éthique, si je puis dire, de ne pas trop bouger les choses. Nathalie Aubonnet. Alors moi je reviendrai sur mon métier, donc la mesure pour nous c'est clé et aujourd'hui on a des belles perspectives quand même pour améliorer cette mesure avec tous les progrès technologiques et malgré tout avoir une donnée... Parce qu'on n'a pas parlé de l'IA. Exactement. Alors évidemment qu'il va poser d'autres problèmes écologiques, mais avoir une donnée qui est fiable, c'est quand même juste hyper important. Et aujourd'hui, même pour nous assureurs, c'est un défi quotidien de s'assurer que notre donnée elle est fiable. Et donc les nouvelles technologies, je pense, vont être un super booster pour ça. Alexia Delahousse. Alors je reviens sur tout ce qui a été dit sur la qualité de la mesure. Peut-être pour répondre à Benoît Hamon, de mon point de vue, la critique, elle venait pas uniquement de la réglementation, elle venait aussi de l'ensemble des acteurs qui n'ont pas forcément joué et qui ont rendu la réglementation encore plus dure à appliquer, avec le risque de manne financière pour certains consultants qui n'ont pas joué le jeu et qui ont rendu l'application de la CSRD beaucoup plus difficile pour les petits acteurs. Vous aussi, vous avez eu ce problème de consultant? Ah oui, non, mais, alors ça, vous avez raison 2000 fois. Je veux dire, la Commission européenne, si elle a enrichi des gens, c'est bien ceux qui vous conseillent comment obtenir des financements européens, qui vous conseillent comment appliquer les directives européennes. Mais moi, je suis d'accord avec Alexia Delahousse sur le fait que une fois que la CSRD existe, les conditions dans lesquelles elle est mise en œuvre, les conditions dans lesquelles elle s'applique, les délais qu'il faut construire doivent être adapté à la taille des acteurs, à la maturité de ceux-ci. Ce que je pense, c'est que, quitte à tout mesurer, autant aussi dire qu'il y a des mesures, en tout cas des chiffres qui doivent importer plus que d'autres. Quand en France, pour la première fois, la pauvreté a atteint 15,4% de la population, voilà un chiffre, une mesure qui devrait orienter les politiques publiques. Voilà, c'est le chiffre le plus haut jamais mesuré par l'INSEE, de nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà des indicateurs qui, Clément Beaune peut-être me contredira ou pas, mais moi je le disais auparavant en conférence de presse, j'ai été ministre, j'ai fait 2 lois. Jamais, je dis bien jamais, on ne m'a demandé, dans la mesure de l'impact des 2 lois que j'ai faites sur la consommation et sur l'ESS, quels allaient être l'impact en matière de réduction de la pauvreté, quels allaient être les impacts en termes d'amélioration du niveau d'éducation et de qualification des gens, quels allaient être les impacts sur la santé des Français. Non, ce qu'on m'a demandé, c'est quels sont les impacts en matière de décile de croissance et d'emplois créés supposés
qu'allaient provoquer ces lois. C'est là où je pense qu'il faut qu'on rééquilibre notre approche de la mesure pour qu'on ait peut-être une approche plus comment dire, Sociale. plus complète, parce qu'il n'y a pas que le PIB dans la vie, sinon ça serait, on serait tous heureux quoi, depuis longtemps. Clément Beaune, il n'y a pas que le PIB dans la vie. Vous êtes d'accord? Ouais. Non, c'est Oui, juste je suis pour- d'accord. On essaye de mesurer d'autres choses. Heureusement, mesurer, encore une fois, je crois qu'on l'a tous dit, c'est pas réduire les choses. Mais on n'y arrive pas. monétaires. Joseph Stiglitz le disait déjà dans les années 70, il parlait du bonheur national brut. On n'a jamais réussi à véritablement mesurer le bonheur. Non, il y a des tentatives, des chercheurs qui ont essayé d'élargir la notion de PIB. Après, pour finir là-dessus, heureusement quand même qu'on ne sait pas mesurer notre bonheur. On le vit comme on peut, chacun, mais je pense qu'on ne sait pas le résumer à un indicateur. Il faut quand même garder cette part humaine et personnelle. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre, Alicia Delahousse, Hervé Fonta, Benoît Hamon, Nathalie Bonnet. Merci Clément Beaune. Merci à vous tous. Cette journée continue, d'autres débats à venir tout de suite. Et merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci beaucoup. Au revoir.